vous rappelle que cette photo vient d'un fichier zip qui a été envoyé en 2020. Or, la photo a été prise entre septembre 2023 et avril 2024. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va pas. Voilà, je vous le dis directement, je vous mets dans l'ambiance de cette vidéo. Ça va pas du tout. La raison, elle est très simple. On m'a menti, on m'a manipulé, messieurs, dames. J'étais convaincu qu'on avait retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Vous savez pourquoi j'ai été convaincu? Parce qu'on me l'a affirmé. Et je ne remets jamais en question une affirmation. Surtout quand elle vient d'Internet. Je crois tout ce qu'il y a sur Internet. Et apparemment, le parquet aurait démenti les rumeurs et la localisation de Xavier Dupont de Ligonnès en Asie. Alors, je suis décontenancé, quoi. Je sais même plus où est le nord, où est le sud. Toutes ces certitudes qui volent en éclats. Comment je vais expliquer à tout mon immeuble que Annie Zitouni n'a peut-être pas retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès? Oui, parce que je l'ai dit à tout le monde. Et j'ai même fait pire. J'ai écrit à des youtubeurs et youtubeuses pour leur dire que Aquababe avait retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès et que c'était sûr à 100%. Et eux, ils ont fait des vidéos pour dire que Aquababe avait retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès et que c'était sûr à 100%. Oh la boulette. Bon, je vais peut-être m'arrêter là, on ne sait jamais s'il y a la team premier degré. Messieurs, dames, mais c'est pas un truc de fou. Il l'a peut-être pas retrouvé, mais qui l'aurait pensé? Qui s'est dit, attention, peut-être qu'il ne l'a pas retrouvé, c'est possible qu'il se soit trompé. Qui aurait pensé ça, honnêtement? Allez, peut-être une ou deux personnes en France, pas plus. Allez, peut-être 3. Mais grand maximum. Non, plus sérieusement, messieurs, dames, je vais arrêter de faire le clown un petit peu. On va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler effectivement un peu de l'affaire Aquababe Xavier Dupont de Ligonnès, mais pas que. En fait, très souvent, quand les personnes ont abordé ce sujet et ont plongé tête la première dans l'affirmation d'Aquababe, pour un petit peu redorer leur image, ils parlent de certaines affaires et du fait que Internet peut aider dans des affaires de meurtre, etc., etc. Et c'est tout là le sujet de cette vidéo. On va revenir sur ces fois où Internet et les avancées technologiques ont aidé à résoudre des affaires, ce qui aurait pu être le cas dans l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, mais en tout cas pour l'instant aucune certitude, comme ça a pu être avancé par Aquababe. Et d'ailleurs vous verrez qu'il y a des différences entre ces affaires résolues et celles de Xavier Dupont de Ligonnès. Donc ce que je vous propose, messieurs, dames, c'est que dans un premier temps on parle de ces affaires qui ont été résolus grâce à Internet et aux avancées technologiques. Et à la fin, on parlera de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès avec Aquababe. Et je vais vous parler de certaines choses dont je n'ai pas parlé dans la vidéo précédente. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Alors, quand nous, êtres humains normalement constitués, avons émis des doutes face à la certitude d'avoir retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, en général, ce qu'il était ressorti, c'est « Oui, mais c'est déjà arrivé, sur Internet, on a réussi à retrouver... des personnes, par exemple, des fugitifs, des meurtriers. » Et très souvent, l'exemple qui revenait, c'était Luca Rocco Magnotta. Alors déjà, petite parenthèse, personne n'a jamais dit que ce n'était pas possible. On a juste dit que, face au peu d'éléments qu'il y avait, c'était peu probable. Il y a trop de doutes pour pouvoir certifier que c'est lui. Qui, ma foi, ressemble à du bon sens. Mais ma foi, intéressons-nous au cas Luca Rocco Magnotta, voir si c'est un petit peu la même chose. Alors déjà, Luca Rocco Magnotta, c'est pas son vrai nom. À la naissance, il s'appelle Eric Clinton Kirk Newman. Il est né le 24 juillet 1982 à Scarborough, au Canada. Alors le petit Eric, il a pas de chance, il vit une enfance chaotique. Son papa est alcoolique et schizophrène, ce qui fait qu'il va être élevé par sa grand-mère. Sauf que mamie, elle est tyrannique.
Donc c'est pas mieux. Tous ces petits ingrédients vont faire un savoureux cocktail et faire que Eric, il est très perturbé à l'adolescence. Et il va même être diagnostiqué schizophrène comme son papa. Eric Newman est tellement mal dans sa peau et en rupture avec sa famille qu'au début des années 2000, il décide de changer de nom et c'est là qu'il va s'appeler Luca Rocco Magnotta. Bon, Rocco, vous avez compris la référence, c'est à l'acteur porno Rocco Siffredi. En plus de ce changement de nom, Luca Rocco Magnotta va subir de nombreuses opérations de chirurgie esthétique parce que son physique ne lui convient pas. L'objectif de vie de Luca, c'était de devenir célèbre et pour ça, il a tout tenté. Il a tenté d'être mannequin, danseur, de travailler dans le porno, d'être escorte. Il a même tenté de participer à une télé-réalité en 2007, mais sa candidature n'a pas été retenue. En réalité, il n'a jamais eu une quelconque notoriété dans les domaines dont on a parlé. La seule petite notoriété qu'il a eue, c'est face à la justice, puisqu'il a été condamné pour vol de matériel, pour escroquerie et agression sur une femme. D'ailleurs, à l'époque, il avait une peine de prison avec sursis et une obligation de soins. À partir de 2010, Lucas fait une petite notoriété sur Internet, une triste notoriété, mais on va y revenir après. Mais c'est vraiment en 2012 que sa notoriété va exploser, et toujours de manière aussi triste. Le 25 mai 2012, à Montréal, Magnotta tue Lin Jun, un étudiant chinois de 33 ans. Le meurtre est filmé et publié sur Internet dans une vidéo intitulée One Lunatic, One I Speak. On y voit des actes atroces, le corps est mutilé, démembré et certains morceaux sont envoyés par la poste à des institutions politiques canadiennes. Et quelques jours plus tard, la tête de la victime est retrouvée dans un parc de Montréal. Après le meurtre, Luca Magnotta va fuir vers l'Europe, mais surtout vers la France. Il va atterrir à Paris et y passer quelques jours. À cette époque, Interpol émet une notice rouge d'arrêt international, donc la tête de Luca Magnotta est partout. Grâce à tout ça, la police arrive à remonter sa trace à Paris grâce au témoignage d'un chauffeur de taxi. Et il sera arrêté finalement le 4 juin 2012 à Berlin, dans un cybercafé, alors qu'il est en train de lire des articles sur lui-même. En effet, le visage de Luca Magnotta semble familier au gérant du cybercafé, mais c'est le fait qu'il consulte des articles sur lui-même en français qui va lui mettre la puce à l'oreille. Il va alerter la police une première fois, puis une deuxième fois en arrêtant une voiture de patrouille, et il sera interpellé sur place. En fait, comme je vous l'ai dit, depuis 2010, Magnotta fait pas mal parler de lui sur Internet, notamment à cause de 3 vidéos. Il y a une première vidéo qui s'intitulait One Boy, Two Kitten, où en fait Magnotta va tuer 2 chatons à l'aide d'un aspirateur. Il y a une deuxième vidéo où il va étouffer un chaton dans un bain. Et une troisième où il va donner un chaton à manger à un python. Magnotta cherchait à attirer l'attention, c'est réussi, puisqu'un groupe de cyberjusticiers va se mettre sur ses côtes. L'Animal Beta Project va ouvrir un Facebook privé, vont proposer d'offrir une récompense de 5000 $ pour la capture de Luca Magnotta dans le but de le faire juger. En attendant, une véritable traque en ligne se met en marche. La vidéo est analysée image par image à la recherche d'indices. Quelle est la marque de l'aspirateur? D'où viennent les cigarettes? Quelle langue entend-on en bruit de fond? Pendant des mois, ils vont explorer certaines pistes, puis les abandonner, et dans le même temps, le groupe Facebook est en train d'exploser. Quelques semaines plus tard, ils ont une nouvelle piste grâce à un informateur anonyme. Alors, entre parenthèses, certains pensent que c'était Luca lui-même, et cet informateur anonyme les met sur une piste, celle de Luca Rocco Magnotta. À partir de ce moment-là, un vrai jeu du chat et de la souris se met en place entre Luca Magnotta et le groupe de cybertrackers. Le groupe n'attend qu'une chose, que Luca fasse une erreur, et cette erreur va finir par arriver. Au détour d'une image, ils arrivent à localiser Magnotta à Toronto, puis à Montréal, et ils arrivent même à trouver l'adresse exacte de Luca Magnotta, qu'ils vont communiquer à la police canadienne, persuadé qu'il pourrait s'attaquer à des humains. Malheureusement, ce que le groupe redoutait s'est passé puisqu'il a assassiné Lin Jun, cet étudiant chinois de 33 ans. Alors bien évidemment, je ne suis pas rentré dans tous les détails de cette affaire qui est ultra intéressante. Je vous invite à aller voir, il y a plein de vidéos sur YouTube beaucoup plus détaillées. Là, vous avez compris que c'est pour en venir à l'affaire Xavier Dupont-Ligonnès, mais en fait, je comprends pas pourquoi on prend cette affaire pour justifier que retrouver Xavier Dupont-Ligonnès, c'est possible, parce que dans cette affaire, ce ne sont pas des cybertrackers, Internet, les réseaux, qui ont fait qu'on a retrouvé Luca Rocco Magnotta. La deuxième différence, c'est qu'il s'est passé environ 15 jours entre le meurtre et le moment où on le retrouve, alors qu'avec Xavier Dupont-Ligonnès, c'est pas du tout la même chose. La troisième chose, c'est que les cybertrackers qui ont identifié Luca Magnotta ont réussi à le faire grâce à des éléments
qui aurait été communiqué par Luca Magnotta lui-même. Donc la question se pose, est-ce que sans les éléments donnés par Luca Magnotta, le groupe de cybertrackers l'aurait identifié puis retrouvé? Pas sûr. Et si on en vient au lien avec Xavier Dupont-Ligonnès, est-ce que ce groupe de cybertrackers ou un autre ont permis de retrouver Luca Magnotta lors de sa fuite? La réponse est non. Alors il existe quand même des exemples où Internet, alors c'est Internet dans sa globalité, a permis de résoudre des affaires judiciaires, notamment celle-ci, celle de Brian Walsh. Alors Brian Walsh, c'est un homme originaire de Cohasset dans le Massachusetts et il était accusé du meurtre de sa femme Anna Walsh qui avait disparu le 1er janvier 2023. Anna a été vue pour la dernière fois tôt le matin du 1er janvier 2023 après un dîner du Nouvel An avec Brian et un ami. Brian avait déclaré qu'elle avait quitté la maison pour un vol vers Washington en raison d'une urgence professionnelle. Cependant, aucune preuve n'a confirmé qu'elle ait pris un vol ce jour-là. Son employeur a signalé sa disparition le 4 janvier, suivi par Brian. En faisant leur petite enquête, les enquêteurs remarquent que Brian a fait des achats suspects. Il a acheté le 2 janvier pour 450 $ de produits de nettoyage, le tout payé en espèces. Mais ce qui va vraiment mettre un doute dans la tête des enquêteurs, c'est des recherches sur internet depuis l'iPad de leur fils qui comprenaient des termes tels que comment se débarrasser d'un corps et peut-on être accusé de meurtre sans corps. Cette découverte a été un déclencheur dans l'enquête qui s'est accélérée et c'est là que les enquêteurs ont découvert des preuves matérielles. Ils ont retrouvé un couteau cassé avec du sang dans la maison et ils ont retrouvé des sacs contenant des objets ensanglantés liés à Anna dans une station de transfert de déchets. À savoir qu'avant sa disparition, Brian avait engagé un détective privé pour suivre Anna, suspectant une liaison. Et il y avait un deuxième élément important. Anna avait souscrit une assurance vie de 2,7 millions de $, dont Brian était le seul bénéficiaire. Brian Walsh a été condamné pour meurtre au premier degré, obstruction à une enquête et transport inapproprié d'un corps. Il existe aussi des cas où des spécialistes en investigation ont réussi à résoudre des affaires. Donc ça aurait pu être le cas d'Aquababe, mais comme je viens de vous le dire, on est sur des spécialistes en investigation, pas sur des personnes qui ont acquis une notoriété en faisant fuiter des nudes de candidates de télé-réalité. Donc on va parler du cas de Daniela Klett et d'une disparition qui a duré pendant plus de 30 ans. Alors Daniela Klett, c'était une militante d'extrême gauche allemande, membre présumé de la 3e génération de la Fraction Armée Rouge, un groupe terroriste actif en Allemagne de l'Ouest de 1970 à 1998. Elle avait rejoint le mouvement d'extrême gauche dans les années 1970 et elle a ensuite été impliquée dans des actions violentes attribuées à la RAF, notamment une tentative d'attentat à la bombe contre le siège de la Deutsche Bank en 1990, une attaque armée contre l'ambassade américaine à Bonn en 1991 et un attentat à l'explosif contre une prison en 1993. Après la dissolution officielle de la RAF en 1998, Klett est soupçonnée d'avoir participé à plusieurs braquages entre 1999 et 2016 pour financer sa vie clandestine. Klett a été recherchée pendant plus de 30 ans alors qu'elle vivait sous une fausse identité à Berlin. Elle a été arrêtée le 26 février 2024 grâce à des techniques de reconnaissance faciale utilisées par des journalistes d'investigation qui ont permis de la localiser. Lors de la perquisition de son appartement, la police a découvert un arsenal d'armes dont une Kalachnikov, une grenade anti-char, ainsi que des documents liés à la RAF. Le procès de Daniela Klett s'est ouvert le 25 mars 2025. Elle est accusée de tentative de meurtre, de possession illégale d'armes et de participation à de plusieurs braquages. Je trouve que le cas est assez intéressant parce que justement dans l'affaire Aquababe Xavier Dupont-Ligonnès, eh bien les chippies ont utilisé l'intelligence artificielle. Alors c'est un petit peu différent que les reconnaissances faciales, mais de toute façon pour que tout ça marche, encore faut-il avoir à peu près le même visage. Ce qui n'est pas forcément le cas pour Xavier Dupont-Ligonnès, si toutefois il est vivant. Enfin, il y a plein de trucs, mais on en parlera après. Parlons de deux derniers cas qui ont pu être résolus grâce à la même méthode, et c'est une méthode que Internet vous offre et qui permet de faire avancer certaines affaires, vous allez le voir. Le 21 décembre 1992, Christy Mirac a été retrouvée morte dans son appartement. Elle avait été violemment battue, violée et étranglée. L'enquête initiale n'a pas permis d'identifier le coupable et l'affaire est restée classée pendant plus de 25 ans.
En 2018, les enquêteurs ont collaboré avec un site qui utilise la généalogie génétique. Pour simplifier, c'est un petit peu comme le site MyHeritage. Sur le site MyHeritage, vous avez un kit ADN, vous pouvez le faire, vous l'envoyez et vos résultats vont être comparés avec des bases de données généalogiques publiques. Grâce à cela, ils ont comparé l'ADN prélevé sur la scène de crime et ils ont identifié des proches parents de Raymond Charles Rowe, ce qui a conduit à son arrestation. Des échantillons d'ADN obtenus discrètement à partir d'une bouteille d'eau et d'un chewing-gum utilisé par Rowe ont confirmé la correspondance avec l'ADN trouvé sur les lieux du crime. En janvier 2019, Raymond Charles Rowe a plaidé coupable de meurtre au premier degré, de viol et d'autres chefs d'accusation. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Dans le même registre, il y a un autre cas. Le 25 août 1981, Jenny Moore disparaît alors qu'elle se rendait à un arrêt de bus. Son corps est retrouvé le lendemain. Elle avait été agressée sexuellement et étranglée. À l'époque, la police recueille des preuves ADN sur la scène de crime, mais aucune correspondance n'est trouvée dans les bases de données criminelles et l'enquête finit par se refroidir pendant des décennies. En 2018, soit près de 40 ans après les faits, les enquêteurs décident d'utiliser une nouvelle technique appelée généalogie génétique. Cette méthode consiste à comparer l'ADN du suspect à des profils génétiques disponibles dans des bases de données publiques pour retrouver des parents éloignés puis remonter jusqu'au suspect potentiel. Cette approche a mené les enquêteurs jusqu'à Donald Steven Perea, un homme décédé en 2012. Des tests ADN réalisés sur un échantillon prélevé après sa mort confirment qu'il est bien l'auteur du meurtre de Jenny Moore. Voici un petit peu quelques exemples qui montrent qu'effectivement Internet peut faire bouger les choses, que surtout les nouvelles technologies peuvent aider à élucider des affaires, mais j'ai pas trouvé de cas similaire à l'affaire Aquababe Xavier Dupont-Ligonnès. Alors c'est avec mes recherches, j'ai pu passer à côté de quelque chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un exemple. L'exemple qui revient le plus souvent, c'est Luca Rocco Magnotta, mais j'arrive pas à voir des similitudes entre les deux affaires, entre l'affaire Aquababe Xavier Dupont-Ligonnès et les cybertrackers et Luca Rocco Magnotta. Alors de 1, parce que la traque n'a pas été faite pendant que c'était un fugitif. Ils l'ont traqué quand il a commencé à poster les vidéos de meurtre de chatons sur Internet. Deuxièmement, parce que le succès de cette cybertraque tient en un témoignage anonyme qui n'est pas si anonyme, puisqu'en réalité, c'est celui de Luca Rocco Magnotta lui-même. Et troisièmement, car cette traque a été possible parce que Luca Rocco Magnotta était très impliqué sur les réseaux sociaux, il publiait énormément et récemment, donc ça donne une multitude d'informations au cybertracker. Il avait plein de comptes fake Facebook, il publiait sur des blogs, forums, le dark web, etc. Ce qui n'est absolument pas le cas de Xavier Dupont-Ligonnès. En fait, il faut comprendre un truc, le profil Luca Rocco Magnotta et Xavier Dupont-Ligonnès n'ont rien à voir. Luca Rocco Magnotta est à la recherche de célébrité, de fame. Il n'était pas vraiment là pour se cacher, mais plutôt pour prouver, alors que Xavier Dupont-Ligonnès, il est clairement là pour se cacher et pour pas qu'on le retrouve. En fait, très concrètement, si c'est cet exemple précisément qui revient dans l'argumentaire de ceux qui ont cru à l'affaire Aquababe Xavier Dupont-Ligonnès, c'est parce que c'est le gérant du cybercafé qui a reconnu Luca Rocco Magnotta. C'est lui qui a prévenu la police et c'est comme ça qu'il a été arrêté. Mais il y a quand même des différences. On était 10 jours après le meurtre. Donc voilà, la tête de Magnotta était fraîche dans l'esprit de tout le monde. La dernière fois qu'on a vu visuellement Xavier Dupont-Ligonnès, c'était il y a 14 ans, donc il a eu le temps de changer. On ne sait même pas déjà s'il est vivant, on ne sait pas s'il a bien vieilli, mal vieilli, on ne sait pas s'il a fait de la chirurgie esthétique. En vrai, on ne sait pas grand-chose. Magnotta, on savait qu'il était parti du Canada, qu'il avait atterri à Paris. On avait eu le témoignage d'un chauffeur de taxi, donc on savait qu'il était en Europe. Xavier Dupont-Ligonnès, on ne sait absolument pas où il est. Enfin, il peut être n'importe où en fait. Limite, je trouve que les cas qui donnent le plus d'espoir, ça serait éventuellement de comparer l'ADN via un site de généalogie génétique. Messieurs, dames, on va parler maintenant de l'enquête d'Aquababe sur Xavier Dupont-Ligonnès. On va pas tout refaire, mais on va parler des incohérences. Vous allez voir qu'au niveau des incohérences, on est quand même pas mal. Normalement, quand tu vois ça au moment où c'est sorti, tu dis terminus, tout le monde descend. Tu peux pas rester dans le bus. C'est pas, si tu es normalement constitué, tu vois, tu descends du bus. Alors, commençons par l'adresse mail. Aquababe, sur son canal, nous explique que Xavier Dupont-Ligonnès, je cite, je vais vous mettre le screen, est quelqu'un qui a l'habitude de manier Internet. Il avait plusieurs blogs et sites Internet. Et du coup, sur le canal, il donne l'adresse de Xavier Dupont-Ligonnès, ligo6@hotmail.com, avec des preuves qui étaient déjà connues, parce que Xavier Dupont-Ligonnès
parler des fois sur des forums. Et en traquant l'adresse, ils se sont rendus compte que le 30 août 2023, il y a eu une nouvelle activité sur l'adresse mail. Ça vous semble logique? Enfin, juste écrivons l'histoire qu'on est en train de nous raconter. Xavier Dupont-Ligonnès, il tue sa famille, il part en cavale. Depuis son passage dans la commune de Roquebrune-sur-Argence en 2011, on n'a plus vraiment de nouvelles. Et là, on nous explique que Xavier Dupont-Ligonnès aurait gardé son adresse mail. Alors, c'est pas son adresse mail, c'est celle de sa femme, mais il l'a déjà utilisée sur des forums. Mais peu importe, c'est la même chose. Non, en vrai, je suis médisant. En cavale, moi aussi, je garderai mon adresse mail. Parce qu'en recréer une nouvelle, ça prend quoi? 1 minute? En fait, il faut juste se dire un truc. La police connaît l'adresse mail de Xavier Dupont-Ligonnès. Donc, ça veut dire que le moindre échange, la moindre connexion, elle le saurait. Xavier Dupont-Ligonnès, lui, il est pas con. Il sait très bien que la police connaît son adresse mail. Mais il garderait la même adresse mail. On a aussi, dans le canal Telegram, le témoignage d'une personne qui a vendu entre 2017 et 2020 dans le 06 un téléphone à un homme. C'est donc une personne qui n'avait pas de lunettes ni de boucle, mais les cheveux courts. Ce qui avait perturbé donc la personne, c'était que l'homme voulait un téléphone intraçable. Il lui a donné du cash, il voulait pas de facture, il voulait pas donner de nom. Il lui a dit qu'il était agent spécial dans l'armée, il avait une petite carte avec le logo de la République française. Il a dit que c'était un téléphone car il était souvent en déplacement en Roumanie et qu'il avait besoin d'un téléphone non localisable. Il a donc payé en cash, il avait beaucoup de cash sur lui, il lui a demandé de revenir après la commande, mais l'homme était incapable de dire quand est-ce qu'il pourrait revenir. Dans ce témoignage, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le vendeur dit que l'homme voulait un téléphone intraçable. On a même la marque, donc c'était un Samsung d'entrée de gamme dans les 150-200 euros. Alors moi, j'ai juste une question simple pour vous. Si vous vouliez un téléphone intraçable, est-ce que vous achèteriez un Samsung? Parce que là, on parle d'un smartphone. Hein. 150-200 euros, c'est l'entrée de gamme dans les smartphones. Est-ce que si vous étiez en cavale, vous prendriez un smartphone sous Android? Quand tu veux un téléphone intraçable, même les personnes qui n'ont jamais fait de bêtises de leur vie le savent. Vous allez dans un bureau de tabac, peu importe, vous achetez un TOC, c'est un prépayé, et vous le changez toutes les semaines, les 2 semaines. Comme ça, vous restez intraçable. Tout le monde sait que les smartphones, c'est les téléphones pour se faire attraper. Donc désolé, mais cette histoire me semble particulièrement incohérente. Et attendez, ça s'arrête pas là, messieurs, dames. On a même un bon de commande d'un téléphone acheté par Xavier Dupont-Ligonnès. C'était en 2020 dans le 69. Il a acheté encore une fois un Android, un Samsung A51. Ensuite, on a quoi? Ils l'ont grillé en train de jouer à un jeu sous VPN mexicain. Ils l'ont grillé parce que la personne qui l'a fait est sous Android. Et coïncidence, Xavier Dupont-Ligonnès, il a un A51 sous Android. Waouh, le hasard de fou. Ensuite, on a quoi? Ils ont trouvé l'IP de Xavier Dupont-Ligonnès et l'IP a pingé il y a 2 ans à Malte, enfin juste à côté sur l'île de Gozo. Hasard de ouf, c'est encore sous Android. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais Xavier Dupont-Ligonnès, il était aussi sous Android. Ça voudrait dire qu'entre 2020 et 2023, il n'a pas changé de téléphone, chose que tous les fugitifs font. Hein. Déjà, ils sont sous Android, les fugitifs, apparemment. Et en plus de ça, en 3 ans, ils ne changent pas de téléphone. Comme ça, au moins, c'est sûr, on les retrouve. Donc voilà, tout ça me paraît particulièrement incohérent. Je pourrais vous parler aussi de leur recherche à partir de l'adresse mail, où en fait, c'est à partir de ça qu'ils se sont rendus compte que Xavier Dupont-Ligonnès aurait joué à ce jeu, là, celui où on a parlé avant, sous VPN mexicain. Mais quand on regarde la liste, ça voudrait dire aussi qu'il a joué à Minecraft, à Roblox, qu'il est allé sur TripAdvisor. Je sais pas, il est en train de se faire un trip, Xavier, et apparemment, ça a l'air pas mal. Moi, je me dis juste, imaginons l'adresse a été hackée. Tout simplement. Autres incohérences qui m'ont un petit peu fait tilter, on va parler du visage de Xavier Dupont-Ligonnès. Alors, sur son canal, Aquababe dit que Xavier Dupont-Ligonnès devrait ressembler à ça. Alors, tout ça est basé sur leur imagination et sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, on a par exemple une photo de Xavier Dupont-Ligonnès vieilli. On en a une autre créée par de l'IA, donc c'est Xavier Dupont-Ligonnès vieilli mais sans cheveux, on va dire. Puis ensuite, on a un portrait robot, mais accrochez-vous, il sort pas de nulle part celui-là. Donc c'est un portrait robot inspiré d'informations dont il n'a pas le droit de nous révéler publiquement, mais aussi d'informations policières, dossiers d'instruction, tout ça. Et il a demandé l'autorisation judiciaire qui lui a été accordée pour diffuser ce portrait robot. Portrait robot qui ne ressemble pas vraiment à Xavier Dupont-Ligonnès, on va pas se mentir. Donc logiquement, si ça ressemble pas vraiment à Xavier Dupont-Ligonnès, ça sous-entendrait qu'il y a eu quelques transformations physiques. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est la chirurgie?
Je sais pas, mais il y en a une. D'ailleurs, Aquababe vient le confirmer avec un tweet qui date du 26 avril. J'avais dit qu'il avait effectué des changements physiques, mais vu que certains lisent pas le canal attentivement, ils se permettent de tweeter. Donc du coup, on a un portrait robot inspiré des informations judiciaires, de l'enquête, etc. On a un tweet d'Aquababe qui confirme qu'il y a eu des changements physiques, et la photo finale, eh ben, ressemble à Xavier Dupont-Ligonnès. Alors, expliquez-moi. Expliquez-moi. Il y a eu des changements physiques ou il n'y a pas eu des changements physiques? On cherche quoi? On cherche quelqu'un qui ressemble à Xavier Dupont-Ligonnès de 2011 ou on cherche quelqu'un qui ne lui ressemble plus? J'arrive plus à comprendre, moi. Parce que n'oublions pas une chose, la photo finale, c'est l'affirmation que c'est bien Xavier Dupont-Ligonnès. Et on va revenir après là-dessus parce que cette incohérence est énorme et elle vient pas spécialement de la photo, mais comment il a eu la photo? Vous allez voir. Donc là, pas besoin de dire c'est les haters qui me contredisent. Tu te contredis tout seul là. Tout seul comme un grand. T'as besoin de personne. Dernière énorme incohérence dans cette enquête, comment Aquababe a obtenu cette photo de Xavier Dupont-Ligonnès? Je sais pas si vous êtes prêts. En fait, on apprend qu'ils ont retrouvé un ancien email envoyé par Xavier Dupont-Ligonnès qui hébergerait un fichier zip compressé et protégé par un mot de passe. Donc ils essayaient de craquer le fichier zip pour voir ce qui se trouvait à l'intérieur, s'il y avait des fichiers, des documents, des photos éventuellement. Il devait avoir un update. On l'a eu, le fichier aurait été compressé puis envoyé au pilote en 2020. Ils sont en train d'unzip le fichier et au bout de 5 heures, ils ont réussi. Et c'est comme ça en fait qu'on a eu la photo. Voilà. Avec l'équipe de décrypte de la RTBF, on a d'abord analysé l'arrière-plan de la photo. Grâce aux différents éléments visibles, on peut affirmer qu'elle a été prise près du mont Mizen sur l'île Miyajima au Japon. Et grâce à une recherche par l'image inversée sur Google et à des photos de touristes prises au même endroit, on a pu vérifier que le cliché avait été pris précisément devant le centre d'information du mont Mizen. Pour savoir quand il a été pris, il faut s'intéresser aux panneaux publicitaires. C'est une pub pour la commémoration du 1250e anniversaire de la naissance de Kukai, une figure emblématique de l'histoire du Japon. Grâce au compte Insta de cette commémoration, on sait qu'elle a eu lieu de mai 2022 à mars 2024. Pour resserrer cette fourchette, on s'est intéressé à cette petite statuette de Bouddha. Comme tu le vois, un chapeau et des lunettes ont été posés sur la statuette. Grâce aux photos et aux vidéos postées par les touristes sur Google Maps, on peut voir les premières images de ce déguisement à partir de septembre 2023. Pas avant. Une autre photo qui date d'avril 2024 montre que les lunettes ont disparu. Du coup, ça laisse penser que la photo a été prise entre septembre 2023 et avril 2024. Donc ça veut dire qu'elle a été prise au plus tôt il y a un an. Donc même si la photo est authentique et qu'il s'agit de lui, rien ne permet d'affirmer que Xavier Dupont de Ligonnès est en vie actuellement, comme le prétend Aquababe, puisque la photo est vieille d'1 an minimum. Alors déjà, pouce bleu pour la conclusion, mais c'est pas le plus incohérent. Je vous rappelle que cette photo vient d'un fichier zip qui a été envoyé en 2020. Or, la photo a été prise entre septembre 2023 et avril 2024. Comment c'est possible? Enfin, je sais pas, en termes d'incohérence, c'est assez énorme, non? En fait, en réalité, on vit dans un monde aujourd'hui où tout est possible. Avec les avancées technologiques, le fait qu'il y ait de plus en plus de monde sur les réseaux, c'était pas impossible de le retrouver. Mais là, si on se concentre sur l'enquête d'Aquababe, il y a beaucoup trop d'incohérences pour qu'on puisse affirmer que c'est bien Xavier Dupont-Ligonnès. Et on n'est pas sur des incohérences mineures, on est vraiment sur des trucs... Normalement, quand tu vois ça, t'as un énorme red flag au milieu de l'écran. En fait, cette enquête n'est absolument pas solide. Les preuves, on peut pas les vérifier, on sait pas d'où ça vient, on sait pas qui les a envoyées. Donc en fait, ça peut être tout et n'importe quoi. Et ma théorie, c'est qu'à un moment donné, Aquababe a été dépassé par le buzz autour de cette affaire et il était dans une position compliquée parce qu'il ne pouvait plus perdre la face. Ce qui fait qu'il a commencé à manipuler l'opinion. Je m'explique, je pense pas que ce soit un mec stupide, il a vu qu'il y avait des failles et qu'il y avait plein d'incohérences. Du coup, il a essayé de donner du crédit à son dossier en faisant appel à la fameuse théorie du complot. Il a commencé à dire qu'il était menacé, qu'il ne pourrait peut-être pas aller au bout de l'enquête, que si un jour il disparaissait, le fichier zip allait leaker, enfin, on aurait dit Gérard Fauré. Et carrément, dans son canal Instagram, dès qu'il mettait un message, il était supprimé. Donc les gens se sont dit, ouais, comment ça se fait que les messages sont directement supprimés? Messieurs, dames, réfléchissons ensemble, s'il vous plaît. Si vraiment une personne voulait stopper Aquababe, pourquoi il s'amuserait à supprimer les nouveaux messages d'Aquababe, entre parenthèses, chose que Aquababe peut faire, puisque c'est son canal, alors qu'il pourrait supprimer le canal entièrement? Pourquoi s'embêter à supprimer tous les nouveaux messages? Ça n'a aucun sens. Et dernière chose qui va vous prouver le mensonge, la manipulation, alors peut-être pas global, mais en tout cas sur ce point précis,
forcément ça fait réfléchir pour le reste. Sur son canal Instagram, Aquababe a dit qu'on avait suspendu son compte Twitter. Or quand on cliquait sur son compte Twitter, il y avait marqué "This account does not exist". Pardon pour mon anglais déplorable, mais ça veut dire ce compte n'existe pas. Ce qui signifie que son compte n'est pas suspendu, mais désactivé. Or, en cas de demande légale, le compte est suspendu, pas désactivé. Donc, si son compte est désactivé, c'est qu'il l'a fait lui-même. Et d'ailleurs, il y a une preuve supplémentaire par rapport à ça, c'est que quand vous réactivez votre compte, il y a un bug. En fait, vous avez 0 abonnement pendant 48 heures, le temps que Twitter récupère un peu tous les abonnements que vous aviez. C'est un bug qui n'existe que quand vous réactivez votre compte. Donc depuis, on a eu un communiqué de presse. D'ailleurs, dans ce communiqué, il n'est pas dit qu'il certifie avoir retrouvé Xavier Dupont-Ligonnès. Bon, on s'en fout un petit peu de son communiqué de toute façon. Dans cette histoire, je pense qu'on est plutôt sur le gros coup de buzz, gros coup de com' d'Aquababe. Ça serait pas la première fois. En fait, il y a un truc qui me chagrine dans cette histoire. C'est déjà, ça me fait mal au cœur de voir des créateurs et créatrices de contenu reprendre Aquababe comme ça, le mettre sur un piédestal, alors que ces mêmes créateurs et créatrices de contenu dénoncent des influenceurs, des arnaques, des trucs, des machins, et vous venez faire une toilette avec votre langue à Aquababe, alors qu'il fait littéralement partie des gens que vous dénoncez. C'est complètement illogique. Et en plus de ça, je me dis, mais on est vraiment dans un monde où on croit n'importe quoi. En fait, on se dit, c'est possible, donc je vais le croire. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas parce que c'est possible qu'on va le croire, c'est parce qu'il y a des preuves qu'une piste est crédible. Et encore une fois, comment vous pouvez affirmer que c'est Xavier Dupont-Ligonnès? Pour pouvoir l'affirmer, il faudrait attraper la personne sur la photo, lui faire un test ADN, et là, on serait sûr à 100%. Est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'on peut affirmer que c'est Xavier Dupont-Ligonnès sur cette photo? Et là, je parle même pas des incohérences, hein. Je parle vraiment comment on peut le vérifier. On peut pas affirmer à 100%. D'ailleurs, il n'y a pas d'affirmation en pourcentage. On ne peut pas dire « j'affirme à 40%. » Non, c'est soit tu affirmes, soit tu t'abstiens. Et là, pour le coup, on va s'abstenir. Messieurs, dames, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je sais pas quoi dire. Cette vidéo, elle m'a dégommé le cerveau, je vous jure. D'ailleurs, petit message pour les chippies là, qui étaient venus dans mes commentaires en me disant « t'es un jaloux ». Vous voulez que je sois jaloux de quoi? De ne pas avoir retrouvé Xavier Dupont-Ligonnès? Je l'ai fait. Comme Aquababe. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater le live demain à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue, ou peut-être Xavier Dupont-Ligonnès. On ne sait pas.